Bonjour tout le monde. Moi, c'est Julien Sulpice, je suis tech lead front-end et consultant chez Zenica à Lyon. Et donc j'ai fait beaucoup de CSS, du WebGL, je fais de la photo aussi, donc j'ai beaucoup manipulé les couleurs et j'en suis arrivé à m'intéresser au côté technique qu'il y a derrière. Et donc aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce monde de la couleur qui est un peu plus vaste qu'on pourrait le penser. Donc on va s'intéresser à cette grande question, en fait, c'est quoi la couleur ? C'est une question qui peut paraître un peu bizarre parce que en fait, on l'utilise tous les jours. La couleur, a priori, on voit les choses en couleur, on l'utilise pour reconnaître les choses. On a appris depuis très longtemps à reconnaître les couleurs, les manipuler plus ou moins bien. Mais pour autant, est-ce qu'on est capable de dire qu'est-ce que c'est précisément ? On voit souvent les couleurs représentées avec des triplets comme ça, hein, donc du rouge, vert, bleu. On serait tenté de se dire, en fait, une couleur, c'est une combinaison de rouge, vert, bleu. On sait que si on combine ces trois couleurs dans différentes proportions, on peut obtenir un peu toutes les couleurs visibles. Enfin, c'est ce qu'on pense. Le problème, c'est que, en fait, si je prends, par exemple, ce vert-là, en fait, c'est quoi ce vert ? Comment je définis ce vert ? Du coup, je suis bloqué, ça ne marche pas. On ne peut pas définir les couleurs en utilisant d'autres couleurs. Donc, il va falloir aller un peu plus loin pour comprendre précisément ce que c'est. Donc ça, c'est la première grande question. Qu'est-ce que c'est précisément les couleurs ? La deuxième grande question que peut-être vous avez en tête, c'est en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça ? Alors, en fait, non, on n'a pas besoin de ça. On peut s'en sortir. D'ailleurs, peut-être que vous ne connaissez pas du tout la science des couleurs, et ça marche très bien, on peut s'en sortir. Le petit truc, c'est que connaître la science derrière les couleurs, ça va nous aider à comprendre certaines bizarreries qu'on peut rencontrer. Par exemple, si je prends cette fameuse roue chromatique, la roue des couleurs, pourquoi est-ce que ce bleu-là, il a l'air plus sombre que ce jaune-là ? Ils sont sur la même roue chromatique, ils sont tous les deux sur l'extrémité du disque. Pourquoi il y en a un qui est plus clair que l'autre ? En fait, ça c'est une vraie question, parce que dans nos applications, on a besoin d'avoir un contraste suffisant entre le contenu et l'arrière-plan. Donc là, en fait, ça ne marche pas du tout. Il va falloir adapter, un petit peu jouer sur les couleurs pour avoir des contrastes suffisants. Donc ça, c'est la première chose. On va essayer en fait, de comprendre pourquoi ça fait ça et est-ce qu'il y a des façons pour ne pas tâtonner en fait. Une autre bizarrerie qu'on peut rencontrer, donc ça c'est un peu plus niche, c'est un vrai exemple. À droite, j'ai mon logiciel de design, en l'occurrence c'est Figma. J'ai un vert pur 0.255.0 et à gauche, j'ai le même code couleur en CSS. Donc j'ai mis un RGB 0.255.0. Et en fait, c'est pas les mêmes couleurs. Donc là, sur cet écran, c'est les mêmes couleurs, à cause de l'encodage et de l'écran, mais je vous assure que sur mon Mac, je voyais que ce n'était pas les mêmes couleurs, alors que c'est le même code couleur quand même, donc c'est bizarre. Donc si vous ne me croyez pas, je pourrais vous montrer à la fin de la conférence sur mon Mac que vraiment ce n'est pas la même chose, et aussi, vous pouvez croire la pipette de couleur de mon Mac. Donc à droite, on a bien le code couleur 0.255.0, et à gauche, ce n'est pas le même code couleur. Vraiment, c'est pas pareil. Ça aussi, c'est bizarre. C'est dommage parce que les designers, ils vont faire des belles maquettes, machin, à choisir leur couleur. On met ça en CSS et en fait, c'est pas la même couleur. Donc, c'est dommage. Alors, des fois, on pourrait dire, si c'est pas les mêmes écrans, les designers, ils vont dire, non, mais ton écran, il est moins bien, le mien, il est calibré, machin. En fait, non, là, c'est sur le même écran, c'est pas la même couleur. Donc, c'est vraiment une question de notation, de représentation des couleurs. Donc, encore une fois, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière cette sorcellerie. Donc, pour ça, on va commencer par essayer de répondre à la question qu'est-ce que c'est précisément la couleur. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de physique. On ne va pas aller vraiment dans le détail, on n'en a pas besoin. Donc, la couleur, qu'est-ce que c'est ? Donc, la couleur, c'est de la lumière, déjà. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique qu'on représente souvent avec une petite vague comme ça. Donc, une onde électromagnétique comme les ondes radio, les ondes gamma, etc. Ce qui différencie la lumière visible des autres types d'ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est en gros la longueur entre deux petites bosses, qu'on exprime en nanomètres. Et donc cette onde électromagnétique, elle arrive dans notre œil, donc dans la rétine qui tapisse le fond de l'œil. Cette rétine, elle est constituée de plein de petites cellules photoréceptrices qui convertissent la lumière en signal électrique, qui arrive jusqu'au cerveau, et notre cerveau se dit « tiens, c'est de la couleur ». Donc les cellules photoréceptrices, il y en a plusieurs types. On a les bâtonnets, donc ceux-là, c'est quand il y a une très faible lumière dans la pénombre, ils nous permettent de distinguer un peu les formes, mais on ne voit pas les couleurs. Les couleurs, c'est les autres types de cellules, qui s'appellent les cônes, qui s'activent quand il y a suffisamment de lumière. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop les couleurs dans le noir. Quand il y a assez de lumière, les cônes s'activent et ils nous permettent de distinguer les couleurs. Donc les cônes, encore une fois, il y en a plusieurs types, qui ne sont absolument pas rouge, vert, bleu en réalité. On les note comme ça parce qu'ils sont chacun plus sensibles à une certaine longueur d'onde en fait.
Donc ici, on a les sensibilités des 3 types de cônes. Donc à gauche, ici, vous avez... Attendez, j'ai même une petite main. Hop. Là, c'est le cône bleu, qui est plus sensible au bleu. Au milieu, on a le vert. Et à droite, alors on le note en rouge, mais en vrai, c'est plus vers le jaune-orange, là. Donc ils sont chacun, voilà, leur sensibilité respective. Et donc, quand on a une lumière d'une longueur d'onde précise qui arrive dans notre œil, eh ben, ça va exciter plus ou moins les trois types de cônes. Et cette combinaison de signaux électriques va arriver au cerveau qui va se dire « ok, c'est telle couleur ». Donc là, on a l'ensemble du spectre de la lumière visible qui va en gros du bleu 400 nanomètres au rouge à 800-700 nanomètres. À droite du rouge, il y a les infrarouges, encore à droite, il y a les ondes radio, là, et à gauche, on a les ultraviolets, rayons X, rayons gamma. Donc plus on va vers la gauche, plus il y a d'énergie. On peut voir quelque chose de très intéressant et important ici, c'est que si vous regardez l'intensité du faisceau lumineux, du rayon, là, il a l'air plus lumineux quand on est au milieu. Si vous regardez bien, le bleu et le rouge, ça a l'air plus foncé que le vert et le jaune. Et en fait, c'est assez intuitif. Bleu et rouge, ils sont aux frontières du spectre visible, donc on est très peu sensible. Et au milieu, vert, jaune, on est en plein dedans, donc on est vraiment très sensible. Et là, on voit déjà quelque chose on va y revenir plus tard, mais en fonction de ce qu'on appelle vulgairement la couleur, mais en fait c'est la longueur d'onde, on n'a pas la même perception de la luminosité. Donc ça a l'air beaucoup plus lumineux au milieu. Donc déjà un petit indice. Tout à l'heure, on voyait que certaines choses ont l'air plus sombres que d'autres. On a un petit indice ici. Donc ça, c'est... Pour l'instant, on a vu ce qu'on appelle une onde monochromatique. Ça se représente avec une seule onde sinusoïdale comme ça. En réalité, dans la nature, ça c'est très rare. Les ondes monochromatiques, c'est plutôt un truc artificiel qu'on va voir dans les lasers, par exemple. En réalité, c'est plus la lumière visible, c'est une superposition de plein d'ondes monochromatiques. C'est comme le son, du coup, le son qu'on entend, c'est plein d'ondes sinusoïdales combinées, ça fait du son. Donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a des lumières comme ça, si on les décompose, c'est constitué de tout plein d'ondes monochromatiques. Donc là, si on décompose la lumière visible, on a en fait ce qu'on appelle la distribution spectrale, c'est la courbe blanche là, qui décrit un peu la composition de ma lumière en termes d'ondes monochromatiques. Donc ça fait en gros des bosses. Si j'ai une bosse autour du vert, a priori c'est une lumière qui va être verte. Mais sinon ça fonctionne pareil, ça va toujours exciter nos trois cônes qui vont interpréter ça comme une certaine couleur. Donc ici on a une lumière colorée qui a une couleur, quoi. Qu'est-ce qui se passe si on a toutes nos ondes monochromatiques en quantité égale? Ça fait du blanc. Ou plutôt un blanc, parce que là, on voit que, encore une fois, toutes les ondes monochromatiques en quantité égale, ça n'existe pas, c'est purement théorique. En réalité, il y aura toujours peut-être un peu plus de rouge, un peu plus de bleu. Donc, en fait, il n'y a pas un blanc, il y a une infinité de blancs. Selon la répartition, la distribution spectrale, il y a une infinité de blancs. Donc ici, on a les blancs chauds, là, quand c'est vers la droite, là, il y a plus de rouge, c'est un blanc chaud, et à gauche, c'est un blanc froid, quand il y a plus de bleu. Donc ici, on voit que quand plus tard, on va parler d'une notation white, par exemple, dans notre CSS, on va mettre du white, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est mis d'accord pour dire le blanc dont on parle, c'est celui-là. Parce qu'il y en a une infinité, donc on va choisir un blanc, et en fait, c'est exactement comme la balance des blancs en photo, on choisit notre blanc, et toutes les autres couleurs vont être déterminées par ce blanc-là. Donc voilà la représentation des blancs. Donc finalement, avec tout ça, on est arrivé à la réponse à la question « c'est quoi la couleur ?» Donc ça, c'est la réponse de Wikipédia, c'est la définition de la couleur de Wikipédia. Donc il nous dit « la couleur, c'est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une lumière, basée sur la répartition spectrale de la lumière, ça c'est la courbe blanche, qui stimule des cellules nerveuses situées sur la rétine nommées cônes. » Voilà, donc la couleur, telle qu'on l'appelle, c'est vraiment un truc, c'est subjectif, c'est une construction du cerveau en réponse aux stimuli des cônes. Ok, donc on a répondu à cette première question. Là, on pourrait se demander, ok, c'est cool, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, en fait, ce qu'on vient de voir là, ça va juste servir de base à toute la science des couleurs, parce que c'est une des rares choses que je ne vais pas remettre en question ou critiquer, parce que c'est vraiment de la biologie, de la physique. C'est comme ça que nos yeux ils fonctionnent et pas autrement. Par contre, on ne va pas pouvoir mettre une distribution spectrale dans notre CSS. Donc, il va falloir trouver en fait, des notations. Maintenant qu'on a la réponse précise à la question « c'est quoi la couleur ?», la prochaine question, ça va être comment on trouve des notations, comment représenter la couleur dans nos langages de programmation.
Donc, pour ça, je vous propose un petit historique de comment on est arrivé aux notations actuelles, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, on va repartir dans les années 1920, qui est un peu le début de la représentation des couleurs. Donc, 1920, pour vous situer, c'est le début de Charlie Chaplin. C'est le tout début du cinéma sonore, donc qui fait suite au cinéma muet. Et c'est le début aussi du cinéma en couleur. Donc, à cette époque-là, ils étaient encore à colorier les bobines de film, mais ils commencent à se préoccuper de la couleur, savoir, ok, si je fais une image en couleur et que je l'envoie à l'autre bout du monde, il faudrait qu'elle ressemble à quelque chose sur l'écran des copains. Donc, il y a des gens qui sont posés la question comment on peut trouver une représentation objective, idéalement, des couleurs. Donc il y a ces deux messieurs, William David Wright et John Gill, qui se sont intéressés à cette question et ils ont essayé de trouver la première représentation des couleurs. Donc ils ont fait une expérience qui est, alors c'est marrant, ils ont fait la même expérience, mais en même temps, mais sans le savoir, parce qu'à l'époque ils ne pouvaient pas tweeter pour dire les gars, je vais faire un truc. Donc voilà, ils ont fait la même chose, ils ont eu les mêmes résultats apparemment, donc c'est tant mieux. Donc ils se sont dit, on sait produire des lumières monochromatiques de un peu toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde. On sait aussi depuis longtemps que quand on a du rouge, vert, bleu, on les combine, on peut obtenir à peu près toutes les couleurs, apparemment. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir un rouge, un vert, un bleu précis. Donc, ils ont pris cela, ça devait les arranger. Et ensuite, pour chaque couleur, donc celle qui est à gauche, là, pour chaque longueur d'onde, en fait, ils ont demandé à des gens d'ajuster la quantité de rouge, vert, bleu pour que ça matche, pour avoir la même couleur. Donc ici, j'ai du jaune, je sais que c'est un mélange de rouge et de vert, donc je retire le bleu, je retire un peu de vert, et en gros, ça marche. Et ils ont fait ça en fait pour toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde visibles. Donc, comme ça, ils avaient pour la première fois une notation un peu objective, un peu parce que c'est expérimental. Donc là, on est capable de dire si tu prends ce rouge, ce vert, ce bleu, tu les mixes dans ces proportions, alors tu auras le jaune qui est à gauche. Donc c'est une première notation des couleurs. Et donc si on fait ça pour un peu toutes les couleurs visibles, ça nous donne un truc qui ressemble à ça. Donc là, on a pour toutes les longueurs d'onde la quantité de rouge, vert, bleu qu'il faut pour obtenir cette longueur d'onde. Alors, il y a un truc qui n'a aucun sens dans ce graphique, c'est le rouge, là, qui est négatif. Une quantité négative de rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'il y a certaines couleurs, surtout dans les tons vert-bleu, ils n'arrivaient pas à les reproduire avec du rouge, vert, bleu. Il n'y a aucune combinaison rouge, vert, bleu qui permettait d'obtenir la couleur qui était à gauche. Par contre, ils ont remarqué que s'ils rajoutaient un peu de rouge dans la couleur à gauche, là, donc ils balancent du rouge sur la couleur, là ça marchait. Ils arrivaient à obtenir une combinaison de rouge-vert-bleu qui fonctionne. Donc ils ont ajouté du rouge à gauche, on récupère la combinaison de rouge-vert-bleu, et au final on retire la quantité de rouge qu'on avait ajoutée. Ce qui fait qu'on obtient, pour certaines longueurs d'onde, on a des valeurs négatives. Bon, on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant, on verra plus tard, mais au moins, bon, c'est un bon début. C'est un bon début. Ça fait que pour toutes les couleurs visibles, on est capable d'avoir cette notation rouge, vert, bleu, avec une combinaison de ces couleurs-là. Et je dis toutes les couleurs visibles, pas seulement les ondes monochromatiques, ça marche aussi pour le cyan, par exemple, qui est un mélange de bleu et de vert. Il suffit de combiner, d'ajouter les valeurs pour le bleu et le vert, et du coup, on peut obtenir une notation pour toutes les couleurs visibles, pas seulement les monochromatiques. Donc cette notation, pour l'instant je vais appeler ça une notation, elle s'appelle CIE 1931 RGB, donc ils ont fait ça en 1931. CIE pour Commission ou Commissariat, je ne sais plus, international de l'éclairage, donc c'est un truc français, et RGB pour RGB. Donc, on se traîne cette valeur négative là, on ne sait pas trop quoi en faire, donc ça va être le moment, on va essayer de voir comment on peut corriger ça. L'avantage qu'on a ici, c'est que maintenant on a des chiffres. On peut appeler ça des vecteurs à 3 dimensions, rouge, vert, bleu. Avec ça, on peut faire des maths. Ça, on sait faire depuis longtemps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une sorte de cahier des charges que je vais appeler liste au Père Noël, parce que c'est plus cool. Et on va demander à des mathématiciens de nous transformer tout ça pour avoir des choses qui nous arrangent. Donc, déjà, on ne veut pas une valeur négative, parce qu'une quantité négative de couleurs, on ne sait pas ce que c'est. Et tout à l'heure, on a vu que sur les couleurs visibles, là, il n'y avait pas la même perception de luminosité selon qu'on est sur les bords ou au milieu. Ça serait vachement pratique si on avait une coordonnée de la couleur qui représente cette perception de luminosité, en fait, de est-ce que c'est clair ou foncé. J'ai dit liste au Père Noël. On essaye, on verra bien ce que ça donne. Donc on demande ça. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une coordonnée qui représente cette sensation de luminosité? Et il y avait d'autres choses dans les contraintes, je ne vais pas vous les lister. Donc on a donné ça à des mathématiciens et ils nous ont pondu ce truc-là.
Donc ici, on a nos coordonnées RGB qu'on avait à la base, là, et ils ont en fait créé une nouvelle notation qui s'appelle X, Y, Z, juste en multipliant par une matrice. Donc c'est CIE 1931, X, Y, Z, donc la même année, ils ont fait cette notation X, Y, Z. Et du coup, ça donne un truc comme ça. Et on peut voir que ça répond globalement à nos exigences. Déjà, il n'y a rien en dessous de l'axe des abscisses, donc il n'y a rien de négatif. On voit aussi que la courbe du milieu, elle correspond à peu près à ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que sur les bords, c'est très faible, donc c'est très peu lumineux. Et plus on s'approche du centre, plus c'est élevé. Donc la courbe du milieu, elle va représenter ce qu'on va appeler la luminance. Et c'est là où on va faire la distinction. Luminosité, telle qu'on l'utilise dans nos notations, luminosité, ça veut dire un peu la quantité de couleur, mais c'est un peu la quantité de lumière, quoi. Alors que la luminance, c'est un truc plus subjectif qui va exprimer, d'après nos yeux d'humains, est-ce que c'est clair ou foncé. Ok, donc avec cette notation, eh ben, on a, comme avant, on peut obtenir une notation X, Y, Z de toutes les couleurs visibles. Et donc cette fois avec les propriétés qui vont bien. Donc ça, on peut le plotter, le dessiner en 3D ici pour mieux se rendre compte de ce qui se passe. Donc ça, c'est X, Y, Z, les trois axes. Et donc on voit que tout en haut, il y a le blanc, juste en dessous, il y a le jaune là. Donc c'est les trucs très lumineux. Donc c'est l'axe Y, vertical, qui représente la luminance. Et ensuite, X, Y, Z, et ben, voilà, pour dessiner toutes nos couleurs. Donc là, il y a toutes les couleurs visibles. Alors c'est évidemment une représentation. Hein. Aucun écran n'est capable de restituer l'ensemble des couleurs visibles de nos yeux d'humains. Donc là, c'est une représentation de l'ensemble des couleurs. Et du coup, ouais, c'est un truc qu'on utilise typiquement quand on veut passer un truc en noir et blanc. Et ben, on va juste regarder dans cet ensemble de couleurs quelle est la valeur de l'axe Y. Et en fait, ça nous fait une valeur en noir et blanc. Bon, par contre, c'est joli, mais on est toujours en 1931. Ils n'avaient pas des GPU pour afficher des trucs en 3D là, donc c'était pas très pratique à utiliser. Là, on va vouloir repasser en 3D, parce que ça, ils pouvaient le dessiner et tout ça, c'est plus pratique. Donc pour ça, on va faire en plusieurs étapes. D'abord, on va modifier un petit peu nos coordonnées, juste pour la petite transformation, pour donner un truc comme ça. C'est le même ensemble de couleurs, mais juste un peu transformé. Ensuite, imaginons, ça c'est un bloc de pâte à modeler, on va venir appuyer dessus, là, par le haut, pour l'aplatir. Et ça nous donne ce petit diagramme, qui peut-être parle à certains d'entre vous, parce que dès qu'on parle de science des couleurs, il n'est jamais bien loin. Dans ceux qui lisent les écrans de calibrage, enfin les documents de calibrage de leurs écrans, là, tout le monde fait ça, il y a ce genre de choses dessus. Donc ça, ce diagramme de chromaticité XY, il représente, voilà, c'est une représentation, encore une fois, de l'ensemble des couleurs visibles. Enfin, pas toutes, hein, il n'y a pas toutes les foncées, etc. En fait, on peut dire plein de trucs de ce petit diagramme. Si on regarde donc le contour, là, la ligne blanche du contour, en fait, ça, c'est les ondes monochromatiques, donc les ondes sinusoïdales. Donc on a du 400 nanomètres pour le bleu ici, jusqu'au rouge 700 nanomètres, en passant par le vert, le jaune. Ensuite, si on prend 2 points sur ce diagramme, toutes les couleurs qui sont entre ces 2 points, on va pouvoir les obtenir par un mélange des 2 points qui sont aux extrémités. Donc en fait, du coup, tout ce qui est à l'intérieur, là, eh ben, ça va être un mélange d'ondes monochromatiques. Et si on prend 3 couleurs, ça fait un triangle, et ben, assez intuitivement, tout ce qui est dans le triangle, on peut l'obtenir par une combinaison des 3 couleurs rouge, vert, bleu. Et ce triangle que vous voyez là, c'est un peu petit, non? Je vais zoomer peut-être? Pas du tout. Ce triangle, c'est les 3 couleurs des expériences de Wright et Guild de tout à l'heure, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et on comprend du coup pourquoi certaines couleurs, ils n'arrivaient pas à les obtenir avec un mélange de rouge, vert, bleu, parce qu'elles ne sont pas dans le triangle. Donc les couleurs vers le vert, le bleu, là, en fait, ils ne pouvaient pas les obtenir. Mais s'ils rajoutent du rouge, eh ben, ça les ramène dans le triangle, et là, ça marchait. Donc ce triangle, là, cet ensemble de couleurs, en fait, on va appeler ça plutôt un espace de couleurs. Donc pour simplifier, un espace de couleurs, je vais dire que c'est un ensemble de couleurs. Donc on va dire que l'espace de couleurs CIE-RGB, c'est l'ensemble des couleurs qui sont dans le triangle. Et du coup, ces couleurs-là, elles ne sont pas dans l'espace de couleurs CIE-RGB. Et le diagramme entier, du coup, c'est l'espace de couleurs XYZ. Donc c'est l'ensemble des couleurs visibles. C'est un peu le papa de tous les espaces de couleurs. Tous les autres, ils vont être des sous-ensembles de XYZ, en fait. Ça va être des sous-ensembles de la patate. Donc là, on va avancer ou reculer un petit peu. On arrive dans les années 90. Il y a les premiers appareils numériques personnels, donc les premières télés, premiers ordinateurs. Là, les constructeurs, ils vont créer des écrans. Et ce qui serait quand même cool, c'est que si on a une image, elle est à peu près la même tête sur tous les écrans, quoi, pour que pas les constructeurs ils se disent en fait mon rouge c'est celui-là, etc.
Donc il a fallu un peu standardiser, spécifier les couleurs dont on parle. Et donc ça, justement, on a fait des espaces de couleurs dédiés à ces nouveaux écrans-là, en fait. Donc, histoire de dire, OK, si on parle d'un rouge pur, eh ben, c'est celui-là précisément. Et donc tous les constructeurs, ils ont cette spécification. Après, est-ce qu'ils arrivent à faire un écran qui est fidèle à cette spécification? C'est une autre histoire, c'est des histoires de calibration. Mais théoriquement, ils sont censés respecter ces couleurs-là. Donc on a ces deux espaces de couleurs. On a Rec 709 pour la vidéo, sRGB pour l'image. Ils ont les mêmes couleurs primaires. Ce qui va différer, ce qui change entre les deux, c'est, je crois qu'il n'y a que le gamma qui change, c'est en gros le contraste. Parce que donc la vidéo, c'était fait pour les télés, a priori. Les télés, on regarde plutôt dans une pièce un peu sombre, alors que les sRGB, c'est fait pour les ordinateurs, une pièce un peu mieux éclairée. Et donc, il n'y avait pas les mêmes besoins en contraste. Donc, c'est ça qui diffère entre sRGB et Rec 709. Mais donc, sinon, c'était les nouveaux standards. C'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, hein, si on ne précise pas l'espace de couleur dans lequel on se trouve, c'est qu'on est dans sRGB. Donc en CSS par exemple, si on ne précise pas, c'est du sRGB. Donc en fait, on est contraint dans ce petit triangle. Ce petit triangle qui représente, il me semble, 35%, je crois, en surface, hein, pas en volume. Ça représente 35% de cette surface de couleur visible. On pourrait se dire, c'est pas tant que ça. En vrai, est-ce que ça nous arrive souvent de nous dire sur cet écran, tiens, il n'y a pas assez de couleurs. C'est suffisant pour la plupart des applications. Mais voilà, il se trouve qu'on est contraint dans ce petit triangle. Et donc, comme je vous disais, nos notations qu'on utilise, le RGB par exemple en CSS, eh ben, le rouge, le vert, le bleu, ce sont les extrémités du triangle. Donc ici, voilà, première notation qu'on utilise, le RGB. Alors tout ça, c'est dans l'espace de couleur sRGB, donc c'est le triangle. En fait, on a plusieurs manières de noter, de représenter les triangles dans cet espace de couleur sRGB. Donc RGB, c'est une des options. Je vais vous en présenter plusieurs, mais avant ça, j'ai fait une petite représentation 3D parce que je trouve que ça aide vraiment à comprendre comment fonctionne cette notation, en fait, comment se comporte la notation. Donc ici, on peut voir que si on imagine, il y a trois axes, là, il y a rouge, vert et bleu, et du coup, on voit ici que le jaune, c'est un mélange de vert et de rouge. On voit assez intuitivement comment se comportent, comment se mélangent les couleurs. Donc, moi, RGB, c'est pas mal, mais c'est assez compliqué à manipuler. En fait, si j'ai une couleur qui est spécifiée en RGB, si je la veux, par exemple, un peu plus saturée ou un peu moins lumineuse, qu'est-ce que je fais? Je rajoute du bleu, je retire du rouge, on ne sait pas trop. C'est compliqué à manipuler. Du coup, on a fait de nouvelles notations. Donc, encore une fois, on est toujours dans l'espace de couleur sRGB, mais c'est une autre manière de noter les couleurs dans l'espace sRGB. Donc, une autre notation, c'est HSL. Vous avez peut-être entendu parler. Donc on a H pour hue, la teinte, c'est ce slider-là. Et ensuite, donc on pourrait se dire de gauche à droite, c'est la saturation, et de haut en bas, c'est la luminosité. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ici, je suis à 100% de luminosité, et si je vais à gauche, là, eh ben, je suis à 50%. Ça, c'est un peu bizarre. Et si je descends là, je passe à 0%. Et là encore, avec la petite notation 3D, on va vachement mieux comprendre ce qui se passe. En fait, c'est un peu comme deux cônes l'un sur l'autre, là. Donc la luminosité de haut en bas, hein, tout en bas il y a le noir, en haut il y a le blanc. La teinte c'est le rayon, non pas du tout, c'est l'angle du cercle. Et la saturation c'est le rayon. Et là on voit très bien que l'endroit qui est le plus saturé, donc qui est le plus loin de l'axe central, là, eh ben, c'est à luminosité 50%. Donc c'est là où j'aime bien cette représentation parce que sur ce petit carré-là, en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Mais bon, c'est déjà plus pratique que RGB. Donc on a cette notation HSL. Je vais vous en présenter une dernière. C'est le HSB, donc, qui n'existe pas en CSS d'ailleurs. HSB, ça ressemble au HSL, c'est peut-être un peu plus intuitif dans le sens où là, c'est vraiment 100% de luminosité. Enfin, B, brightness, c'est bien ce qu'on traduit de la même façon, donc on va garder HSB. Et donc en 3D, ça donne ce truc-là. Donc ça ressemble au HSL, mais on n'a qu'un seul code. Et donc ici, le haut du cône, là, on reconnaît en fait la fameuse roue des couleurs, la roue chromatique qu'on a vue au début. Et ben, c'est l'ensemble des couleurs qui ont une brightness à 100%. Donc finalement, on a ces différentes notations disponibles pour représenter les couleurs dans l'espace sRGB. Donc on peut utiliser en CSS ou ailleurs. Je n'ai pas parlé du hexa. Le hexa, c'est exactement comme le RGB, simplement les trois composantes rouge, vert, bleu sont encodées en hexadécimal, mais sinon c'est exactement pareil. Donc ça, c'est ce qu'on utilise. Encore une fois, si on ne spécifie pas l'espace de couleur, on est dans sRGB.
Ça, voilà, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, et du coup depuis années 90. Bon, ça marche bien encore aujourd'hui, mais il se trouve que assez récemment, année 2010, on a eu des nouveaux écrans, des nouveaux types d'écrans qui en fait sont plus performants, ils permettent d'afficher plus de couleurs que ce qu'on avait avant dans les années 90. Donc il y a les écrans de cinéma, les écrans des Apple par exemple, maintenant il y en a d'autres qui sont capables de restituer plus de couleurs que ce qu'on avait avant. Et en fait, si on se restreint à cet espace sRGB, le triangle là, en fait, on est contraint aux couleurs qu'il y a dans le triangle. Donc même si on a fait des écrans qui sont plus performants, en fait, nos couleurs vont rester dans le triangle, ça ne va pas aller au-delà. Donc il a fallu faire des nouveaux espaces de couleurs plus larges pour gérer en fait, ces nouveaux types d'écrans. Donc on a fait c'est une famille d'espaces de couleurs, en fait le P3, donc c'est un nouvel espace de couleurs qui est plus large que le sRGB. Donc on a un nouveau triangle, alors c'est surtout dans le vert et dans le rouge là, on va un peu plus loin, donc on aura des couleurs un peu plus saturées. Donc je disais famille parce qu'il y en a plusieurs P3, il y a le display P3 qui a été fait par Apple pour les appareils Apple, il y a le DCI P3 pour le cinéma, voilà, il y en a plusieurs qui varient pas tant que ça je pense, mais l'idée c'est que c'est des espaces de couleurs un peu plus larges. Vous avez peut-être entendu parler encore d'autres espaces de couleurs pour la photo notamment, en fait ils vont faire des triangles toujours plus grands, quoi. Alors par contre on peut voir que en fait n'importe quel triangle ne pourra pas couvrir tout l'espace des couleurs. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucun écran qui est capable de restituer l'ensemble des couleurs visibles, parce qu'en fait, voilà, vous prenez n'importe quel triangle, il y a forcément des couleurs qui ne seront pas restituées. Ou alors il faudrait des triangles dont les couleurs primaires ne sont pas visibles. Et là, ça commence à être un peu... Peut-être on fera ça un jour, je ne sais pas. Donc bon, pour l'instant, on en est là, P3. Et donc si on veut l'utiliser en CSS, et comme je disais, si on ne met rien par défaut, c'est du sRGB, background color, RGB, machin. En CSS, on a cette syntaxe-là. Donc déjà, on a une media query pour s'assurer que l'écran supporte le P3, par exemple les Mac ou d'autres. Et donc, une fois que notre écran supporte le P3, il faut utiliser une syntaxe particulière pour dire cette couleur, je la veux dans l'espace display P3. Et donc là, pareil, c'est très future-proof, ce truc-là. Donc il y a le display P3, il y en a encore plein d'autres espaces de couleurs. Donc dans le futur, on pourra encore changer nos espaces de couleurs. Et donc avec ça, on peut effectivement afficher un vert qui est plus saturé que le vert du sRGB. Et c'est ce vert-là, donc justement, ce qui se passe ici. À droite, j'avais Figma. Alors Figma, à l'époque, ça a peut-être changé, mais il ne s'occupait pas trop des espaces de couleurs. C'était l'espace de couleurs de l'écran, en fait. Donc en l'occurrence, le P3. Et à gauche, en CSS, pour le coup, c'est spécifié en CSS. Si je dis rien, c'est du sRGB. Donc le même code couleur. En fait, à droite, c'est le vert de l'espace P3, et à gauche, c'est le vert de l'espace sRGB, donc ce n'est pas les mêmes verts. Et ma petite pipette de couleur du Mac, là, elle est réglée pour l'espace de couleur P3. On peut le changer dans la drop-down. Là. Elle est réglée pour l'espace P3, donc à droite, c'est bien le vert de l'espace P3, et à gauche, c'est pas un vert pur, en fait. C'est le vert sRGB, mais avec les coordonnées de l'espace P3. Donc c'est ça qui se passait, et donc voilà, maintenant on a les outils pour soit changer l'espace de couleur dans Figma, soit mettre du vert de P3 dans notre CSS. Je vous ai mis une petite capture d'écran, alors ils ont changé leur interface depuis là, mais dans l'idée, vous pouvez aller dans Figma, on peut choisir l'espace de couleur pour dire typiquement, en fait, mets-toi en sRGB. Voilà, peut-être que vous avez juste transposé ça en CSS, vous ne voulez pas vous embêter. Encore une fois, c'est pas nécessaire, c'est juste faut savoir dans quel espace on se trouve. Mais dans les deux, à la fois en Figma et en CSS, on peut spécifier l'espace qu'on utilise. Donc, pour résumer, pour l'espace P3, les designers, donc, il faut bien faire attention, au moins être au courant de en fait, quel espace de couleur on utilise. Quand on fait des images dans n'importe quel logiciel, dans Photoshop, Figma, je ne sais pas s'il le fait, on peut intégrer l'espace de couleur dans le fichier de l'image, histoire de dire cette image, c'est une image dans l'espace P3, et du coup elle sera correctement restituée. Et côté dev, je vous l'ai montré, il faut préciser l'espace P3 dans les couleurs, parce que par défaut, c'est du sRGB. Voilà, donc on a résolu ce premier mystère des verts de Figma, là. Il nous reste un autre problème. Deuxième problème, c'est, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi est-ce que ce bleu-là, il est plus foncé que le jaune? Ce qui est d'autant plus bizarre qu'on a vu que cette roue chromatique, là, en fait, c'est toutes les couleurs de la notation HSB pour lesquelles la luminosité est 100%. Donc, en fait, ils ont la même luminosité. C'est tout du 100%. On peut le voir ici, en fait, dans la notation HSB, là. À partir du moment où il y a au moins une des couleurs qui est à 100%, la luminosité, elle est à 100%. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un bleu qui a la même luminosité qu'un blanc. Ce qui est un peu bizarre.
Et là, on revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que là, on parle de luminosité. Donc dans nos notations HSL, HSB, c'est la luminosité, versus ce dont on a aussi parlé, c'est la luminance, c'est la sensation visuelle de la luminosité, c'est la perception vraiment. Donc ça dépend de la longueur d'onde, et on voit que le bleu et le rouge, ils sont perceptuellement moins clairs que le vert et le jaune. Donc en fait, dans nos notations, là, on s'est un peu perdu, on a oublié cette notation de perception de la luminosité. Et donc, dans nos notations HSL, HSB, en fait, pour une même luminosité, ce n'est pas du tout la même perception de luminosité. Donc ça, c'est un vrai problème, surtout que, en fait, on prend n'importe quel triangle ou n'importe quel espace de couleur qui est défini avec des triangles dans ce diagramme-là, il y aura le même problème, c'est-à-dire qu'on perd cette notion de luminance, de perception de luminosité. Donc c'est un premier problème. En fait, on peut voir un deuxième problème dans ce diagramme. On aurait envie de se dire, si je prends deux couleurs, si elles sont un peu loin dans le diagramme, elles sont différentes, et des couleurs qui sont proches dans le diagramme, elles sont plus proches. Et ben en fait, pas trop, parce que par exemple, ce vert-là, c'est quasiment le même que celui-là, alors que c'est vachement éloigné. Et ici, là, on a le bleu et le violet qui sont tout serrés. Donc en fait, on n'a pas cette notion d'uniformité, de répartition des couleurs. Donc c'est un peu, voilà, certaines parties sont tout compactes, tout condensées, d'autres parties qui sont très étirées. Et ça, donc c'est des problèmes sur l'espace de couleurs X, Y, Z. C'est le papa de tous les espaces de couleurs. Donc en fait, tous les autres, ils ont les mêmes problèmes. Donc ça va pas trop, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? On fait une liste au Père Noël. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire un autre espace de couleurs qui va en fait corriger ces problèmes, qui va être plus fidèle à notre perception des couleurs, en nous les humains. Donc on va faire une nouvelle liste au Père Noël et on va demander, on voudrait un espace de couleurs qui est fidèle à la perception humaine des couleurs. Et il n'y aura que ça sur la liste au Père Noël, parce que c'est déjà pas mal. Et là, ce n'est pas que des mathématiciens qui ont bossé dessus, donc il y a des gens qui ont fait plein des expériences pendant des années, des décennies même, parce que c'est en 1976 qu'on a eu ce nouvel espace de couleurs, qui s'appelle CIE Lab 1976. Donc une nouvelle notation, LAB, avec des étoiles, parce que sans étoiles, c'était déjà pris. Et donc l'idée est la même, ils sont partis de la notation X, Y, Z, et ils ont transformé ça pour obtenir une nouvelle notation LAB. On peut voir ici, d'ailleurs, ce que je vous disais en introduction, on a un blanc de référence, c'est-à-dire qu'il faut choisir un blanc. C'est un peu la balance des blancs de l'espace de couleurs. Et donc nos notations LAB sont définies en fonction de ce blanc de référence. Et donc ce truc-là, ça nous permet d'avoir cet ensemble, encore une fois, de toutes les couleurs visibles. Donc c'est comme le X, Y, Z, c'est une représentation différente des couleurs visibles. Ici, on voit que si on regarde les couleurs, là, il n'y a pas un endroit où les couleurs sont toutes tassées, il n'y a pas un endroit où une couleur prend toute la place. La répartition est assez uniforme, donc c'est un peu ce qu'on voulait, hein, c'était la liste au Père Noël. On a toujours donc l'axe vertical, c'est toujours la luminance, donc celle qu'on avait perdue justement. On a ici le blanc, le jaune tout en haut, et en bas le rouge, le bleu. Donc on a retrouvé cette notation de la perception de luminosité. Et les autres coordonnées, donc A et B, alors là je ne sais jamais, il y en a une, ça va du vert au rouge, l'autre qui va du bleu au jaune. Donc c'est un peu comme RGB, à l'usage, c'est pas trop pratique, quoi. Si on a une couleur, on la veut plus saturée, bon, je vais mettre moins de bleu, je vais aller vers le vert, bon, c'est pas pratique à l'usage. Par contre, on peut assez simplement changer ces notations, on passe en coordonnées polaires, en gros, et donc ça nous donne une nouvelle notation, un nouvel espace de couleur qui s'appelle LCH. C'est le même ensemble de couleurs, il n'y a rien qu'à changer, c'est juste la notation, donc les axes en fait qui ont changé. Ici, on a un cercle en bas, donc ça ressemble à HSL, mais sans les problèmes, dans le sens où on a la H pour la hue, la teinte, C, donc c'est la chroma, c'est un peu l'équivalent de la saturation, le rayon du cercle, et le L, la luminance, pour la perception de luminosité. Et là, en fait, on a tout ce dont on avait besoin. On a l'ensemble des couleurs visibles, donc on peut faire n'importe quoi avec. Et par contre, contrairement à l'espace X, Y, Z, celui-là, on ne va pas y toucher, parce qu'on a vu ce que ça donne, hein, ça déforme les couleurs et tout ça. Donc on ne va pas essayer de faire des sous-espaces, machin, on ne va pas transformer les coordonnées, on n'y touche plus. Par contre, on peut toujours représenter donc, nos espaces sRGB P3 dans cette notation LCH. Par exemple, ici, on a l'ensemble des couleurs de l'espace sRGB représentées dans ce volume-là, c'est un peu une section du volume, donc dans la notation LCH. Et là, encore une fois, on voit que c'est vachement uniforme, il n'y a pas une couleur qui prend toute la place, les transitions sont assez douces, donc ça correspond bien.
Et du coup, ce qu'on voit ici, là, c'est exactement le même ensemble de couleurs qu'on avait tout à l'heure. Mais là, on voit très clairement hein, qu'à gauche, on a des formes qui sont artificielles. Hein. En fait, on a fait rentrer les couleurs au chausse-pied dans des formes qui nous arrangent bien. Alors qu'à droite, bon, certes, ça ne nous arrange pas du tout, mais c'est uniforme. Donc là, on a une représentation qui est plus fidèle à notre perception. Pour finir sur la théorie, comme si ça ne suffisait pas, en 2020, donc très récemment, il y a un monsieur qui s'appelle Björn Ottosson qui a dit en fait vos espaces de couleurs LCH Lab là, ils ont des problèmes. Bon, alors ça on le savait déjà depuis longtemps qu'il y a des problèmes. En fait, il y a des petits bugs dans la notation. Il y a par exemple dans certaines nuances de bleu, il y a du violet qui vient se glisser pour aucune raison. Il ne devrait pas. Et en fait, Björn Ottosson, il a dit il y a des problèmes, ok, mais il se trouve qu'il a trouvé des solutions. Donc là, alors c'est marrant, il a pris l'espace lab, il a dit je vais faire un espace lab qui est OK. Je vais l'appeler OK Lab. Voilà. Donc les noms sont un peu éclatés, mais il se trouve qu'il a corrigé les problèmes, donc GG à lui. Et donc il a fait une nouvelle notation, encore une fois, hein, OK Lab, OK LCH, où c'est encore une fois l'ensemble des couleurs visibles, mais sans les petits bugs qu'on avait avant. Donc ça, c'est un peu je pense que c'est l'état de l'art des espaces de couleurs, en tout cas fidèles à la perception humaine. Aujourd'hui, c'est OK Lab et OK LCH. Donc on a fini la partie théorique, on va voir un petit peu de pratique. Donc comment on peut utiliser ces nouveaux espaces de couleurs dans nos applications. Première application, ça va être les palettes de couleurs. Donc une palette de couleurs, très simplement, on a notre notation, ici par exemple HSL. On va itérer sur des valeurs de teinte, de saturation, de lightness, et ça nous donne une grille comme ça. Donc là, si je fais ça avec HSL, on itère sur les teintes, sur la lightness, etc. Ça nous donne ce truc-là. Et là, en fait, il y a les problèmes dont on a parlé. C'est-à-dire que si je prends une ligne avec la même luminosité, 50% par exemple, on a des choses qui sont... Enfin, la luminosité perçue n'est pas du tout la même. On a notre fameux jaune ici, le bleu ici. Donc là, on ne peut pas du tout se baser là-dessus pour calculer des contrastes, en fait. Ça ne marche pas du tout. Et du coup, si je fais pareil avec... non, pardon. Donc si on utilise les couleurs, enfin si on utilise HSL pour générer des palettes de couleurs, ça ne marche pas du tout. Ici, par exemple, on voit qu'il y a un truc qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Donc il va falloir ajuster manuellement. Si on fait pareil avec OKLCH, c'est beaucoup mieux. Je ne vais pas dire que c'est parfait parce que... bon, déjà, c'est subjectif. Encore une fois, c'est lié à plein d'expériences. Hein, c'est de l'empirique et tout ça. Moi, par exemple, je trouve que cette couleur-là, elle est un peu plus saturée que par là. Mais en fait, déjà, c'est très subtil. C'est peut-être subjectif aussi. Mais déjà, c'est beaucoup mieux. Si je prends une même ligne, là, une luminosité, enfin luminance de 55, on a à peu près le même contraste. C'est pas exactement le même, mais c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile de générer des couleurs ou des palettes de couleurs qui vont être un peu plus uniformes. On peut noter un truc, un petit aparté, hein, mais chose intéressante. Il n'y a pas vraiment de orange là-dedans. En fait, il y a un orange bizarre ici. Sachez que si vous voulez un joli orange, c'est pas accessible. Soit vous mettez du blanc dessus, du noir, peu importe, c'est pas accessible. Le contraste de couleur n'est pas suffisant. Donc, il faut soit tirer un peu vers le rouge là, mais du coup, en fait, vous avez vos couleurs d'erreur et de warning, c'est les mêmes. Soit vous baissez un peu la luminosité, ça fait un marron dégueu là. Donc en fait, voilà, surprise, il n'y a pas de orange accessible. Mais déjà, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Là, on a du vert et du bleu. Sans rien faire, je prends une même ligne de ma palette, ça marche déjà. Donc ça, c'était la première application, les palettes de couleurs. Une deuxième application, ça va être les gradients. Donc là, il y a des trucs marrants à faire aussi. Déjà, qu'est-ce que c'est un gradient? Un gradient, on a deux couleurs, ou plus, mais au moins deux couleurs, et on va interpoler entre ces deux couleurs. Donc ici, j'ai un bleu pur, 0,01. En bas, j'ai un jaune, donc un mélange de rouge et de vert. Et pour faire un gradient, je vais interpoler les couleurs entre les deux. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe au milieu là? Au milieu, c'est la moyenne. Donc, ça va être 0,5, 0,5, 0,5. Ça, c'est du gris. Donc, en fait, dans cette notation, dans mon gradient entre le bleu et le jaune, j'ai du gris. Et ça, ça porte même un nom, ça s'appelle la dead gray zone, la zone morte. C'est un truc moche qu'il y a dans ce gradient. Alors là, c'est extrême, hein, c'est des couleurs qui sont d'un bout à l'autre de la roue chromatique, mais en fait, on prend n'importe quelle couleur. Au milieu, il y aura une partie qui est moins saturée, qui est pas très belle. Mais du coup, ça dépend complètement de la notation qu'on utilise, parce que là, on fait une moyenne entre les notations, mais si je prends les mêmes couleurs définies en HSL, ça n'a pas du tout la même apparence. Parce que là, en HSL, mon bleu
Et mon jaune, la seule chose qui diffère, c'est la teinte, enfin l'angle du cercle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va interpoler entre ces deux coordonnées. Saturation, lightness, elle ne bouge pas, donc on va juste changer la teinte. Du coup, on fait le tour du cercle. Donc un gradient, dans la notation HSL, on fait le tour du cercle. Et du coup, ça fait un truc qui va pas du tout, quoi. Il y a tous les problèmes dont j'ai parlé, il y a le vert qui prend toute la place, il y a un trait pour le sillon, là. Donc ça, c'est les problèmes qu'on avait avec la notation HSL. Et du coup, si on utilise nos nouveaux espaces de couleurs, on a un truc qui est beaucoup mieux. Parce que justement, on a des couleurs qui sont beaucoup plus uniformes, les transitions entre les couleurs sont plus uniformes, il n'y en a pas une là qui prend toute la place, donc c'est quelque chose de beaucoup mieux. Ça, c'est OCalLab, et la même chose en OCalLCH. Donc LCH, je disais, c'est un peu comme le HSL, là. On va encore une fois faire le tour d'un cercle, mais c'est beaucoup mieux qu'en HSL. Enfin, il n'y a pas de trait pour le sillon, c'est beaucoup plus uniforme. Donc ici, alors on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que les autres, c'est des notations, des rendus différents, ça dépend de ce qu'on veut faire. Je dirais que pour alors avis personnel, mais pour un gradient un peu classique, on va prendre du OCalLab, et pour un gradient un peu plus coloré, plus créatif, OCalCH, il marche bien. Et alors là, il y a un truc que j'aime bien, regardez, on voit très bien ici. Donc je vous parlais d'un petit bug dans les couleurs tout à l'heure. Alors si vous regardez là, c'est quand même vachement violet. Donc en fait, dans notre gradient entre le bleu et le jaune, en passant par le gris, on passe aussi par le violet. Et ça, c'est le bug dont je parlais, c'est le violet qui vient se glisser dans les tons de bleu là. Donc surprise, la bonne nouvelle, c'est que vous ne pourrez plus ne pas le voir. Voilà, vous faites un gradient du bleu au blanc, il y a du violet. Voilà, c'est cadeau. Donc non, voilà, vraiment, et on peut voir que ça y est pas dans OCalLab ici. Donc vraiment, comme je disais, ça a corrigé les bugs et c'est beaucoup plus uniforme. Pour info, en CSS, on peut dire, en fait, quand on fait un gradient d'une couleur à une autre, on peut dire dans quel espace on se place. Donc c'est comme ça que je l'ai fait, on peut dire linéaire gradient dans l'espace OCalLab. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire des gradients du rendu qu'on veut. Et en fait, dans CSS, il y a vraiment plein de syntaxes maintenant, on peut faire plein de manipulations des couleurs, c'est assez fou. Et si vous ne faites pas du CSS, il y a des librairies en JS ou dans d'autres langages pour manipuler les couleurs, passer d'un espace à un autre, plein de choses comme ça. Voilà, on arrive au bout, donc un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, on a vu cette première notation, que l'espace X, Y, Z, qui contient l'ensemble des couleurs visibles, à partir duquel sont définis plein d'autres espaces de couleurs. Il y a le sRGB, il y a le P3, il y en a plein d'autres. Il y a le ProPhoto, il y a le Rec 2020 maintenant, qui est encore un truc super large. Donc ça, c'est un peu l'espace historique. Et on a vu ces nouveaux espaces, Lab, LCH, et les versions OCalLab, OCalCH. Alors on ne peut pas dire que c'est vraiment des successeurs, c'est différent, je dirais. C'est pas mieux, c'est juste d'autres façons de représenter les couleurs, qui sont pas mal pour faire des manipulations de couleurs, mais en fait, ceux-là ne sont pas du tout obsolètes. Donc voilà, c'est un peu l'état de ce qu'on a aujourd'hui pour manipuler les couleurs. Tiens, c'est marrant, ça ne marche pas du tout. Ok. Donc je vous ai mis un ensemble de... Je vais y arriver, la panique. Je vous ai mis plein de liens sur ce QR code. Donc vous avez le lien des slides, le repo avec les animations et tout ça. Et puis, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal de temps. Il y a 10 minutes pour des questions, si vous en avez. Et après, je pourrais vous montrer ce que ça donne sur mon Mac. Salut, merci. Tu nous as fait voir de toutes les couleurs, c'était cool. Ça t'est arrivé du coup d'utiliser d'autres zones de couleurs? Utiliser quoi, pardon? Les autres zones de couleurs, du coup, P3 ou... Ça t'arrive souvent? C'est quoi l'application que tu peux en faire du coup? Souvent, clairement pas. J'ai dit souvent, en fait, c'est un peu niche tout ce qu'on a vu là, dans le sens où pour la plupart des besoins, on n'a clairement pas besoin du P3. Tu vois. On peut se limiter au sRGB pour faire des sites web, des applis back-office encore plus. Enfin, sRGB, ça va très bien. Là où c'est intéressant, c'est si tu veux faire alors, moi je fais du web, tu veux faire une page qui est un peu créative, une animation avec plein de couleurs.
Là, pour le coup, c'est intéressant de supporter aussi le P3. Et en fait, on peut complètement faire un truc qui est du progressive enhancement. Tu vois. Avec la Media Query, tu définis tes couleurs en sRGB et sur l'écran qu'il supporte, tu le fais en P3. Et du coup, sur les Mac ou les écrans qui supportent le P3, et ben là, tu auras des couleurs qui sont vraiment plus saturées, ça va pop un peu plus, quoi. Donc c'est plus pour des sites, des démos de produits, des sites marketing, des trucs où tu veux un peu en mettre plein la face, tu vois. Donc il y a vraiment un cas d'usage. Je dis pas qu'il faut en mettre partout. Donc il y a ça, et puis après, tout ce qui est côté cinéma ou photo même, tu vois, le color grading, des choses comme ça. Là, c'est intéressant de prendre des espaces de couleurs plus larges que le sRGB, qui est quand même assez restreint, quoi. Mais clairement, il y a des usages précis et c'est pas utile ni nécessaire partout, quoi. Voilà. Eh ben, merci. Ouais, moi j'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas essayé d'élargir au maximum le triangle sur l'axe X, Y, Z là? On voit qu'on aurait un triangle qui recouvre quand même une énorme partie. J'ai oublié d'en parler, on pose la question à chaque fois. Donc, le triangle, il est relativement petit. Mais bonne question, du coup. Il est relativement petit. Il faut se rappeler qu'ils ont fait ça dans les années 90. Donc, ils avaient moins de bandes passantes, de possibilités pour encoder les couleurs. Encore aujourd'hui, c'est sur 8 bits. Donc, chaque canal, il y a 8 bits, donc 256 valeurs. Et du coup, plus ton triangle il est grand, plus il y a de valeurs possibles. Et donc, pour une même quantité, donc pour 8 bits, on perd en précision, quoi. Donc c'est pour ça que, alors je ne sais pas jusqu'où ça peut aller le 8 bits, peut-être le P3 ça va encore, mais pour des espaces beaucoup plus larges, je parlais du Rec 2020, celui-là il y a beaucoup plus de couleurs, là on va plus sur du 16 bits, voire au-delà du 24 bits, pour justement avoir plus de précision, parce que sinon on ne peut pas en fait. Donc voilà, c'est pour l'encodage. Oui, merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport à l'espace Lab et OKLab. Il est calqué sur les espaces sRGB, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de couleurs dans OKLab ou il y a plus de couleurs possibles? OKLab par rapport à Lab ou... Par rapport à sRGB. Alors, et coup, P3 un peu similaire. Ouais. Donc déjà, tu as l'ensemble des couleurs visibles. Donc ça, c'est contenu dans XYZ, Lab, LCH, OKLab, OKLCH. Tout cela, ils ont l'ensemble des couleurs visibles. Et après, sRGB et P3, c'est des sous-ensembles. Donc vraiment, tu voyais le triangle, hein, c'est quand même un petit triangle, c'est un petit sous-ensemble des couleurs visibles. Et P3, c'est un sous-ensemble qui est un peu plus grand que sRGB. D'ailleurs, j'avais dit sRGB, c'est 35% du diagramme. Là. P3, c'est 50%, je crois, donc c'est un peu plus grand. Mais clairement, c'est un petit sous-ensemble des couleurs visibles. Nos yeux sont capables de voir beaucoup plus de couleurs que ce que nos écrans sont capables d'afficher. D'accord. Et ça veut dire qu'en CSS, quand on choisit in OKLab, possiblement, on va pouvoir aller sur des couleurs que nos écrans n'auront même pas la spécification, ni en P3, ni quoi que ce soit, pour l'afficher. C'est ça. Et du coup, ce qui se passe, alors je crois que ça dépend des navigateurs. Donc ça s'appelle le tone mapping. Ça, c'est quand tu as une couleur qui est plus large que ce que ton écran ou ton machin est capable de supporter. Comment tu prends ta couleur et tu la ramènes dans cet espace qui est supporté. Donc je crois que ça dépend des navigateurs. Alors le truc bourrin, c'est tu vas clipper. Tu écrètes en fait tout ce qui dépasse, tu le vires. Ça, c'est pas bon du tout parce que tu perds. Voilà. Il y a plein de façons de faire du tone mapping. Il y en a qui vont en fait faire une sorte de scale, quoi. Mais du coup, toutes les couleurs qui étaient déjà dans l'espace, elles vont être aussi scale. Donc, tu vois, il y a des avantages et inconvénients. Donc, ça dépend comment les navigateurs le gèrent. Mais par contre, oui, complètement, tu peux faire des coordonnées de couleurs qui ne sont pas restituables par l'écran. Mais même pire que ça, si tu vois les coordonnées XYZ et Lab, LCH, l'espace de couleurs visibles, il ne remplissait pas tout l'espace de coordonnées. C'est-à-dire que tu peux même représenter des couleurs qui ne sont juste pas visibles par nos yeux, en fait. Donc, tu as des combinaisons de XYZ ou de LCH qui ne sont pas visibles. Et c'est comme ça. C'est pas problème, hein, a priori, dans nos palettes et tout ça, on gère ce truc-là, mais c'est les notations permettent de faire des couleurs pas visibles. D'accord, merci beaucoup. On verra rien du tout, mais oui. Je vais Merci tenter. pour la presse. Justement, tu parlais du support du navigateur. Chrome, par exemple, il permet d'afficher les images qu'on appelle en HDR, en Rec 2020, pour les images. Mais du coup, en CSS, c'est supporté, ça? On peut? Les images d'un espace de couleur Alors, pour les images, ça marche. Parce que dans Chrome, si on ouvre juste un fichier image qui est en Rec 2020, si l'écran le gère, il l'affiche. Mais par exemple, pour le CSS, si on veut écrire des couleurs, etc., tu montrais pour OKLab, mais est-ce qu'il y a aussi la même chose pour le Rec 2020 et pour les écrans HDR? Ouais, alors ça c'était plutôt la partie P3. J'ai montré un petit snippet de CSS.
Donc tu as la media query pour voir est-ce que l'écran le supporte, et ensuite tu as la syntaxe, donc color, tu donnes l'espace de couleur et tu mets ta notation de couleur. Ce qui te permet, en théorie, de noter une couleur Rec 2020, je pense, c'est supporté aussi. Ah oui, d'accord. Donc en CSS, on pourrait mettre une couleur Rec 2020, que enfin, pratiquement personne ne pourra le mettre. Mais... Un site qui fonctionne en HDR, du coup. Ouais, c'est ça, on peut. Techniquement, on peut. Okay. C'est juste la media query, je ne suis pas sûr de ce que ça supporte. Ouais. J'ai mis le media display P3. La media query elle-même, je ne suis pas sûr des valeurs. Par contre, la color, pour encoder la couleur, là, je suis sûr que ça supporte plein de notations. Ouais. Ok, merci. Après, j'ai pas fait de CSS. Vraiment, Rec 2020, je pense, c'est les écrans, les gens qui font du color grading de films, des écrans qui coûtent je ne sais pas combien de milliers d'euros. Enfin, personne n'a ça, mais j'ai pas fait de CSS pour ces écrans-là. En théorie, c'est possible. Bonjour, merci pour le talk, c'est très intéressant. Du coup, si je comprends bien, ça veut dire que si on utilise OKLCH ou OKLab, par exemple, on n'a pas besoin de se servir des media query pour du P3 ou quoi que ce soit, et c'est compatible tout le temps, ou si quelqu'un... En fait, ça dépend. Donc, le OKLCH, OKLab, tu peux représenter l'ensemble des couleurs visibles. Tu peux représenter les couleurs du sRGB, les couleurs du P3. Donc, ça dépend de ce que tu mets dans ta couleur, quoi. Tu peux utiliser la notation OKLCH pour noter que des couleurs sRGB. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de problème. Mais avec cette notation, tu peux représenter aussi des couleurs de P3 et là, il te faut la media query. Donc, la notation elle-même OKLCH, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Alors, ça veut dire que si je ne mets pas la media query et que je mets une couleur OKLCH qui n'est pas contenue dans sRGB, mon navigateur, il fait quoi? Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as une couleur qui sort, que l'écran n'est pas capable de le restituer, c'est le taux de mapping. Ça s'est pas cassé. La couleur sera quand même visible. C'est juste si on veut choisir la couleur de fallback, quoi. Ouais, c'est plus si tu veux avoir la main sur l'apparence finale, quoi. Parce que si tu fais pas ça, il y aura du taux de mapping de toute façon. Mais peut-être ça va être le clipping tout dégueulasse, tu sais pas. Okay. Donc si tu veux avoir la main dessus, tu sais vraiment que sur cet écran, je vais mettre ça. Sur les autres, je vais mettre du sRGB pour piloter, quoi. Ok. Voilà. Merci. Yes. Ici. Oui. Bonjour. Donc, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. J'ai une question qui me taraude, c'est que tu nous parles, donc il y a le sRGB, le P3, etc. De manière numérique, on peut se les représenter. Et après, tu nous montres un schéma où on dit il y a toutes les couleurs existantes et ces RGB P3 sont localisés juste là. Comment ces autres couleurs sont représentées du coup s'il n'y a pas le bon algo ou la bonne calcul? Tu parles de quelle couleur dans... Le schéma où il y avait, ça faisait une espèce de patate à la fin. Voilà, c'était comment on représentait, genre on peut dire il existe ces autres couleurs si ce qu'on utilise là ne permet pas de les représenter puisqu'ils sont contenus. Ouais, alors tu peux les représenter avec la notation OKLCH du coup, ou LCH. OLCH alors OKLCH. OKLCH, ouais. Ou LCH, ou Lab. Ou OKLab. C'est celui qui avait permis de prendre vraiment tout le monde. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, avec la notation OKLCH, tu peux toutes les représenter. Ok. Ouais. C'est juste, par exemple, tu prends la notation RGB, là, tu es contraint dans le sRGB. Ok, d'accord. Et donc, avec la notation, alors, il y en a plusieurs, il y a le color dont j'ai parlé aussi. Il y a des notations pour représenter l'ensemble des couleurs visibles. Après, on repart dans ce que j'ai dit. Si c'est pas supporté, tu as du taux de mapping, tu peux représenter des couleurs pas visibles, etc. Tu as la notation qui te permet de faire ça. Ouais. Et juste un truc, parce qu'il y avait une couleur, par exemple, c'était un orange qu'on n'avait pas pu se représenter du coup. Et je suis en train de me dire, est-ce que parmi tout ce qu'on a pu voir, il y avait certains, on aurait pu dire, peut-être il y a une couleur, elle n'a jamais pu être représentée par aucun des algos qu'on a pu voir. Alors si c'est visible, la notation permet de le faire, parce que les notations permettent de représenter toutes les couleurs visibles. Donc, il y a forcément une notation, en fait. Il y a forcément une notation associée. Ok, d'accord. Ok, merci. C'était un peu compliqué. Hein, un peu dense. On n'a plus le temps pour les questions. Je reste dans le coin si vous en avez d'autres. Merci beaucoup.